invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne Gorgeon est avec nous, le responsable de l'activité obligataire de Sansot Yes. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la stratégie marchés globaux chez Natixis IM. Et Florian Yelpo est avec nous également en plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier IM. L'inflation ou l'obsession de la désinflation qui reste le sujet à la une pour les investisseurs globaux. Florian, donc on a eu le concept d'inflation transitoire, puis l'idée que l'inflation ne baisserait jamais, puis l'idée que la désinflation pouvait être indolore et immaculée pour les marchés et la croissance économique. On en est au stade d'un nouveau concept qui est celui de la désinflation transitoire. C'est vrai que les dernières données montrent que ce phénomène de désinflation semble marquer un peu le pas à ce stade. Est-ce qu'on entre déjà dans le dur? Est-ce que le processus désinflationniste, qu'on a déjà constaté sur plusieurs mois aux États-Unis, atteint un plancher dur à ce stade? C'est une immense question. La première idée, c'est que l'économie, c'est pas de la physique sans friction. Donc, on tente aujourd'hui de ralentir l'économie pour en purger l'inflation. Ça, c'est un élément qui est important. C'est un processus qui prend du temps. On a très peu d'expérience à ce sujet. On a rarement vu des vagues d'inflation aussi importantes que celles qu'on tente de contrecarrer aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on aime bien dire de notre côté, c'est que on est un petit peu confronté à une multiplicité de scénarios. On n'a jamais vu autant de scénarios, je pense, sur les 15 dernières années. On a le soft landing, alors attention, il faut aimer les anglicismes, c'est-à-dire une récession modérée avec une désinflation. On a le hard landing, on a une plus grande récession avec moins d'inflation. On a le no landing qui est apparu récemment et en ce moment on est en train de regarder ce qui est effectivement dans l'angle mort des marchés, c'est-à-dire on pourra encore avoir de l'inflation et une économie qui ralentit en même temps et ça ce serait la pire des situations. Bon, il faut arriver à gérer ces 4 scénarios-là. Depuis le début de l'année, on a surfé ce no landing / soft landing qui a supporté la valorisation des marchés actions. Aujourd'hui, on a un setback, on a un petit ralentissement, on a une modération, disons, de la performance des marchés. On n'est pas sorti du train de dossier, première étape. Le VIX reste très très bas. Si on parle juste marché et si on parle d'inflation elle-même dans l'ensemble, c'est un processus qui va prendre du temps, aussi longtemps que le marché de l'emploi est aussi fort. C'est la cible des banques centrales et c'est par là que doit passer la désinflation. On n'y est pas encore. Et le marché s'est habitué, les dernières données ont aidé peut-être à faire passer cette idée dans le marché que oui, c'est un processus qui va prendre du temps. Il y a eu le sprint de 2022, le front-loading, la course effrénée pour vite remonter les taux et rattraper le niveau d'inflation galopante. On rentre plus dans une course de fond de ce point de vue-là. Le marché l'intègre désormais ? Le gros œuvre est fait. Passer de 0 à 5%, c'était le gros œuvre enfin, du côté américain, évidemment. Les taux, oui, c'est ça. Taux. Aujourd'hui, on rentre dans la phase de fine-tuning, c'est-à-dire à l'ajustement marginal. On se pose la question de savoir on doit faire 25 de plus, ou 50 de plus, ou peut-être 100 de plus. Mais en soi, ça n'est pas passé de taux réels extrêmement négatifs à des taux réels, alors selon comment on les calcule, moins négatifs ou clairement positifs. On n'en est plus là. On est en train d'ajuster progressivement et on est en train de gérer un problème un de mes collègues, Pascal Magès, qui est notre seconde cordée au côté écotiste, dit il s'agit d'une question de duration, c'est-à-dire pas au sens obligataire, mais au sens maintenant on règle plus jusqu'où on veut aller, mais combien de temps on doit rester à ces niveaux-là pour que l'économie commence à entamer ce ralentissement, que le marché de l'emploi se détende un petit peu et qu'on puisse profiter d'un recul des prix. On n'y est pas encore. Du point de vue des marchés obligataires, Étienne, oui, c'est un message qui est passé désormais, cette idée du higher for longer, longtemps plaidé par les banques centrales, mais qui trouvait assez peu de traction, j'allais dire, assez peu de matérialisation dans les anticipations de marché. Les quelques données qu'on a eues depuis le début de l'année ont permis au marché de s'ajuster sur cette idée-là. En fait, j'hésite entre votre version, Grégoire, et le fait que le marché, enfin, peut-être que le marché reste accoutumé aux effets de mode et aux sémantiques, comme l'expliquait justement Florian, comment dire, à la mode, vraiment au mode de marché, comme l'expliquait Florian, ou simplement le marché commence à regarder l'histoire. Si on regarde l'histoire de l'inflation sur les pays développés, on sait que quand le génie de l'inflation sort de la bouteille et qui dépasse les 8%, on arrive rarement à revenir à la cible des 2%. Faut pas oublier que si vous regardez l'inflation annualisée des principaux pays développés depuis 1971, on est quasiment tous ces pays sont au-dessus de 2, à part la Suisse qui est à 2,1. Donc en fait, c'est un phénomène qui prend du temps.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le marché n'est pas en train d'intégrer que... comment expliquer que l'inflation peut être résistante ce qu'on a pu observer dans le passé, si on essaie d'utiliser l'histoire comme guide et d'essayer de post-rationaliser, ce qu'on est en train de voir et ce qui peut devenir une thématique, c'est que l'inflation affichée converge vers l'inflation corps. Ou l'inverse, peu importe, mais que les deux se retrouvent. Et qu'à un moment, on arrive effectivement à un plateau. L'autre enseignement de l'histoire, surtout si on regarde du côté des États-Unis, c'est que pour réussir réellement à juguler l'inflation, les taux ont été au-delà de l'inflation corps. On n'est plus très loin. Ben non, le corps PCE est à 4,7. Voilà, on commence à se rapprocher. Bon. On est même. Alors, si on regarde le corps PCE, si on regarde le corps PPI, on est entre pas très loin ou on est autour d'eux. Mais il a fallu aller jusque-là pour y réussir. L'autre variable qui est quand même assez importante, c'est qu'en général, pour réellement juguler l'inflation, si on regarde les 13 derniers cycles haussiers, il a fallu une récession. C'est extrêmement difficile autrement de la juguler. Il y a eu un miracle, c'était les années 93-94 avec Greenspan. Mais autrement, ça a été plutôt... les statistiques ne jouent pas trop en la faveur d'une transition douce. J'entends. Voilà. Donc cette idée de récession, elle est reportée dans le temps plus que complètement effacée. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y avait deux thématiques de marché en novembre. On aime bien regarder les consensus, on sait qu'ils se trompent à chaque fois, donc on les regarde. Premier consensus, c'est que cette inflation allait se juguler de manière assez rapide d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. La désinflation immaculée. Exactement. Deuxième consensus, qui est toujours, que moi j'aime bien aussi, puisque c'est les deux qui vont, à mon avis, continuer à faire et défaire les marchés tout au long de l'année, c'est que les États-Unis allaient subir une récession au premier semestre, c'était assez précis ce que disait le consensus, au premier semestre, de faible amplitude et de courte durée. Et je pense que là, la thématique, c'est vraiment l'inflation, donc on est dans cette thématique d'inflation. La thématique de la récession, c'était plutôt le trimestre précédent. Logiquement, encore une fois, si l'histoire est un bon guide, je pense que la thématique de la récession va revenir. Il y a un ou deux chiffres que j'aime bien. Il y en a plein qui peuvent justifier cette thématique du retour de la récession à un moment dans les modes de marché, mais il y en a peut-être un ou deux que j'aime bien. C'est que si vous regardez, si on intègre le fait qu'au mois de mars, la BCE va augmenter de 50 points de base, ça fera une hausse de 350 points de base en 8 mois. Oui. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire. Alors je prends BCE et Bundesbank. C'est arrivé une seule fois en 73. Si vous regardez sur une année calendaire ce qu'a fait la Fed avec ses 4%, c'est unique. C'est unique. Ouais. Donc, plus la courbe des taux, plus le fait que les banquiers américains n'ont plus envie de prêter, vous regardez les intentions de presse et ça cale, et vous avez des relations assez fortes avec les ralentissements économiques. Ensuite, il y a aussi de l'observation des choses. C'est-à-dire que vous regardez l'ISM manufacturier, c'est pas la fête, c'est même catastrophique. Vous regardez les nouvelles commandes, c'est catastrophique. Il y a la partie service, il y a la partie emploi qui tient, et qui tient probablement toute l'économie en ce moment. Donc, cette thématique entre l'inflation qui se jugule, plus ou moins mal, voire pas du tout, c'est le sujet du moment. Ça va probablement passer si ces chiffres de croissance commencent à accélérer. Vous êtes en train de nous dire qu'on a consommé une bonne partie du bon scénario pour l'instant. Je serais pas oui, j'aime bien cette idée. En fait, non. En fait, si vous voulez, c'est toujours compliqué il y a toujours une hésitation entre l'astrologie et la stratégie. L'astrologie, c'est effectivement de dire tout va baisser, protégez-vous. La réalité, c'est qu'en ce moment, c'est extrêmement dur de dire ça va être compliqué ou ça pourrait très bien se passer également. Les deux scénarios sont toujours sur la table. Ce qu'on peut dire, c'est ce que nous enseigne l'histoire. L'histoire nous enseigne, ça va a priori pas être si simple que ça. Voilà. Je reviens à l'idée du processus désinflationniste, et notamment aux États-Unis, là où les choses sont le plus avancées. Mabrouk, est-ce qu'on est déjà en train de caler parce qu'on atteint un plancher qui va être difficile à franchir désormais, autour de 5% d'inflation cœur, pour dire les choses grossièrement, ou est-ce que non, par des effets mécaniques, notamment, à travers certains indicateurs avancés, est-ce qu'on peut avoir encore l'idée qu'il y a encore quelques marches à la baisse qu'on pourrait voir franchies dans les prochains mois? Alors, il y a un concept, le quatrième scénario dont Florian parlait, ça s'appelle la stagflation, pas de production de l'inflation. Effectivement, ça peut arriver. Il y a un autre et un cinquième scénario, c'est celui, effectivement, croissance et inflation. C'est le scénario, entre guillemets, rêvé pour les banques centrales, puisque du coup, elles auraient les coudées franches pour pouvoir remonter leur taux d'intérêt. Et puis, ça se passerait bien au fond, quelque part. Ce serait même positif action, dans une certaine mesure. Mais si on revient à votre question, effectivement, sur la notion, cette notion de désinflation, effectivement, peut être achetée trop tôt par les marchés, ce scénario de baisse des prix,
Encore une fois, tout le monde était les yeux rivés sur le headline, c'est-à-dire l'inflation totale avec les effets de base énergétiques qui allaient pousser l'inflation à la baisse. Et effectivement, on a mis de côté un peu l'inflation sous-jacente. Il y a un paramètre fondamental, et encore une fois, je m'appuie sur ce que tu as dit, Florian, c'est la notion de durée. En fait, aujourd'hui, la question de la durée de la croissance des salaires va être déterminante. C'est qu'on s'est focalisé sur l'amplitude de la croissance des salaires, mais pas sur la notion de durée. L'effet Phillips, dans la littérature économique, c'est s'il y a une augmentation très forte des salaires, le risque de contagion vers l'inflation sous-jacente est élevé. Ce qu'on regarde moins, c'est la durée de cette augmentation. Ouais. Si on augmente effectivement one shot de 8%, l'impact sur l'inflation sous-jacente, il est relativement faible. Si en revanche on augmente pendant à peu près 1 an, 2 ans, de 4,5%, 5%, va y avoir un impact sur l'inflation sous-jacente. Et c'est ça, ce scénario aujourd'hui, qui est, à mon sens, peu pricé, et c'est la crainte des banques centrales. Le trauma la longévité du phénomène est un facteur important. Vu la puissance du choc qu'on a observé, c'est-à-dire vu la puissance de la crise Covid, vu la puissance de la réponse de la politique monétaire et budgétaire, puisque, encore une fois, on découvre un truc tout à fait nouveau, qui est que la politique budgétaire est la seule capable de générer de l'inflation. La politique monétaire a échoué, on le sait, depuis tous les QE, en fait, ont lamentablement échoué dans la génération d'inflation sur la sphère réelle, je ne parle pas de la sphère financière. En tout cas, ça reste à prouver, mais en tout cas, pour ma part, je suis convaincu que ça a complètement pas marché. Oui, parce que j'entends encore beaucoup qui estiment que l'inflation qu'on voit aujourd'hui est une inflation monétaire liée au QI infini des banques centrales pendant si longtemps, qui a d'abord été dans les actifs financiers, mais qui se retrouve aujourd'hui, boum, d'un coup, dans l'économie réelle. Dans le métaverse peut-être, mais pas dans le monde. Donc, mais clairement, qu'est-ce qui a permis finalement la génération de cette inflation? Il y a deux choses. Un choc de demande massif, effectivement, via de la politique budgétaire, et un choc d'offres massif via, effectivement, donc, c'est les deux. Oui. Mais ça s'appelle une pandémie mondiale qu'on n'a pas vue depuis des générations, et une guerre de haute intensité en Europe qu'on n'a pas vue depuis des générations également. Et choc de demande via la politique budgétaire. Donc on n'avait pas vu ça depuis les années, effectivement, 50. Donc là aussi, on est dans une situation où finalement, quand vous regardez les statistiques, effectivement, les travaux qui sont publiés par la Fed de San Francisco, qui décomposent l'origine de l'inflation par choc, offre, origine, demande, la demande ne faiblit pas. Elle contribue toujours à la croissance des prix. D'accord ? Et donc, au fait, aujourd'hui, on se rend compte que la partie sur laquelle les banques centrales peuvent avoir un effet, c'est bien sûr la partie demande. et donc, qu'est-ce qui va se passer in fine ? L'incertitude aujourd'hui se situe dans le pas marginal des banques centrales. De combien vont-elles encore augmenter, même si c'est pas ça qui va changer la donne, et que le plus gros du travail a été fait, c'est ce pas marginal. Et pour répondre finalement à votre question, à savoir, est-ce qu'on a... J'ai pas bien compris, du coup, si on avait encore des marches à la baisse à franchir sur l'inflation américaine ou pas. Peu de marches à la baisse. Peu de marches à la baisse. Peu de marches à la baisse, puisque finalement, on rentre dans un cosmos. Aujourd'hui, il va falloir purger en fait tous ces excès. Et en fait, quand on regarde, je vais prendre une métrique qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui va peut-être éclairer un peu le débat. Quand on regarde en fait l'augmentation de la charge d'intérêt supportée par les ménages américains sur le paiement de leurs crédits, qu'il s'agit de la consommation, qu'il s'agit effectivement des crédits hypothécaires, cette charge d'intérêt en fait augmente très peu, pour une raison très simple, c'est que le revenu en fait augmente beaucoup. Et en fait, quand le revenu augmente beaucoup, et finalement, on est dans une économie qui croît rapidement. Et donc, ce choc de demande continue effectivement de se diffuser dans l'économie américaine. Des effets d'inertie de ce point de vue-là. La macroéconomie ne réagit pas aussi vite effectivement que les marchés. Et donc, la Fed constate ça. C'est la même chose en Europe, en fait. On a un rattrapage, on a un lag qui se manifeste. Je trouve ça fascinant. Bon, je vais encore de nouveau citer Christine Lagarde, mais elle a effectivement dit dans sa conférence de décembre, l'inflation continuera de monter au premier trimestre. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, personne ne l'a pris au sérieux, mais elle s'est pas trompée. Mais non, parce que, entre guillemets, c'était même écrit en quelque sorte. Ça ne pouvait Alors qu'on avait les premiers chiffres à ce moment-là qui montraient un début de... possible désinflation. Mais ça, c'était entre guillemets du bruit. C'était du bruit, entre guillemets, et ça venait uniquement de la composante énergie. C'est tout. Le corps, lui, ne bougeait pas. Et donc, in fine, on se retrouve au mois de février avec une situation qui dérape, et ça va continuer, en fait. C'est ça le pire. C'est-à-dire, le pic, le pic est devant nous, en fait, encore. Mars, avril, mai, on a une idée on va le voir au mois premier semestre, quoi. Ouais, premier semestre. D'accord. Donc, le point d'inflation publié pour le mois d'avril, qui correspond effectivement à l'inflation du mois de mars, correspondra a priori au pic. Donc, on ne l'a pas encore vu. Ok. Oui, le processus désinflationniste en Europe n'a pas commencé, Florian.
Oui, il est encore à venir. Il faut une année pour que les hausses de taux banque centrale commencent à exercer un effet sur l'économie sous-jacente. On va y arriver gentiment aux alentours de août-septembre. On aura les 3 grandes zones économiques potentiellement qui sont en train de ralentir au même moment au 3e trimestre 2023. Moi, ça me rappelle curieusement le 3e trimestre 2008, où également on avait exactement la même chose. 3 zones ralentissant au même moment pour des causes d'inflation et une part de cette inflation étant énergétique. Je mets de côté le côté systémique. Oui, parce que je veux dire, attention, parallèle 2008, sinon je vous emmène sur le moment Lehman. Si j'ose juste rajouter 2 éléments sur l'inflation. Le premier, c'est au cours du mois de février, on a vu un repricing de l'inflation sur les marchés d'à peu près 100 points de base. Donc on passe de 2% aux États-Unis attendus sur 2 ans à 3%, okay, alors que les taux nominaux, eux, ne monte que de 80 points de base, donc de 0,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché commence à pricer une inflation qui ne recule pas et qu'on contrôle de moins en moins bien. Waouh. Ça, c'est quand même un message qui est assez marquant pour les économistes, je pense. Et si nous étions banquiers centraux aujourd'hui, il s'imposerait des mesures peut-être un petit peu difficiles à prendre, mais néanmoins nécessaires, parce que le désenracinement des anticipations d'inflation, c'est quelque chose de très dommageable. Comment vous arbitreriez, dans ce cas-là, la décision du mois de mars pour la Fed, 21 et 22 mars pour la Réunion, entre le choix de faire 25, comme on l'a plutôt signalé et comme on l'a fait précédemment, ou le choix de se dire peut-être qu'il faut remettre un petit coup d'accélérateur et repasser à 50. Avec les enquêtes dont on dispose aujourd'hui et le rebond qui est potentiellement expliqué par la reprise de la Chine, il faut être clair, la Chine est en train de troubler un petit peu l'image qu'on peut se dresser de l'Europe et des États-Unis en termes de croissance. 50 points de base, ça pourrait être une façon de maintenir des anticipations cohérentes avec les objectifs de la Banque centrale. Ça, c'est un élément qui est important, ce côté anticipation. On ne parle pas d'efficacité sur l'économie sous-jacente. 25 points de base, 50 points de base, ça ne fera pas de différence. Ce qui compte, c'est à quel point les taux réels sont positifs ou négatifs. Ça s'arrête là. Mais d'un point de vue crédibilité, d'un point de vue ancrage, c'est le mot que je cherchais, ancrage des anticipations et non pas enracinement, ça devrait être une nécessité. Ça, c'est un premier élément. Et si j'ose rebondir sur l'inflation, on parle d'obligations, on parle de taux, on parle peu d'actions, mais il faut comprendre les gérants actions. Aujourd'hui, ils sont confrontés à un phénomène monétaire, un phénomène d'inflation qui joue en leur faveur. C'est-à-dire que le return on equity aujourd'hui, il est all-time high. On n'a jamais vu des return on equity aussi élevés depuis 1991. Ils ont atteint 20% en 2022. C'est phénoménal. On a des taux de croissance des earnings, en tout cas des ventes, qui profitent énormément de cette hausse de l'inflation. Donc ces grandes capitalisations, elles passent les hausses de coûts. On l'a vu, elles n'hésitent pas également à améliorer leur marge lorsque ça commence à avoir l'air un peu moins cosmétique, un peu moins bien, en procédant à des plans de licenciement, tout simplement. Donc les gérants equity voient une baisse de 20% et des marges qui tiennent la route, des ventes qui tiennent la route. C'est très difficile de leur dire attention, il y a un scénario blind spot, il y a un scénario dans le rétroviseur que vous ne voyez pas très bien, qui est le grand ralentissement. Attention. Et ça, nous, c'est quelque chose sur lequel on débat ardemment, évidemment, au sein de j'entends. Sur les banques centrales, donc on s'ajuste à l'idée d'un taux terminal qui sera peut-être un peu plus élevé. Est-ce qu'on repasse à 50 pour la prochaine hausse de taux de la Fed? Mais la question du maintien dans la durée d'un niveau de taux restrictif, cette question-là, elle est réglée par les marchés aujourd'hui. On n'anticipe plus de baisse de taux dans les 3 ou 6 mois qui viennent? Il y a une partie de ce repricing-là qui a eu lieu. Mais on anticipe toujours une rebaisse éventuelle à la fin de la courbe. Enfin, à la fin de la courbe. L'an prochain, on anticipe déjà des baisses de taux. Et ça, c'est peut-être encore trop tôt déjà. Et ça, on ne le sait pas. Ouais. Plus ça dure, plus c'est difficile à éliminer. Je pense qu'on l'a très bien dit autour de cette table. Donc, il faut maintenir cette pression autour du coût de l'économie jusqu'à ce qu'elle finisse par donner des signes de faiblesse. On n'y est pas encore. Taux terminal 5,5, nous, ça nous semble être une bonne idée dans l'ensemble. Maintenant, 5,5 pour encore une année. Attention les dégâts.
Que disent les marchés sur combien de temps est-ce que ces niveaux de taux terminaux en Europe et aux États-Unis seront maintenus? Je voyais par exemple que, parce que le repricing a été important quand même en Europe, le marché mise désormais sur un taux de dépôt terminal qui serait pas loin des 4% finalement, et qui serait, et qui serait maintenu jusqu'en février 2024 au moins. En tout cas, il y a certains indicateurs de marché qui anticipent déjà ce phénomène. Oui, non, mais c'est la bonne question. Encore une fois, on peut essayer d'avoir une vue très forte en prenant le risque d'un peu d'astrologie, etc. Mais si on regarde l'histoire, il y a quand même quelques indicateurs. Je vais peut-être vous donner une statistique que vous n'aviez pas en tête. Si vous regardez les 13 derniers cycles de normalisation monétaire aux États-Unis, je prends les États-Unis, parce que c'est une influence évidemment sur tout le reste, entre la dernière hausse de taux et la première coupe de taux, avez-vous une idée du nombre de mois ou de trimestres qui se passent? J'ai dû le lire ou le La voir. médiane, c'est 4,4. C'est extrêmement court. Oui, c'est court, c'est ça. Un trimestre, un peu plus d'un trimestre, c'est extrêmement court. Et c'est pas 12-18 mois, quoi. Non, et pourquoi? Parce que historiquement, derrière, quand vous avez augmenté si fortement vos taux, vous avez une récession qui se pointe, et donc les banques centrales et la Réserve fédérale, derrière, est obligée de baisser ses taux. Dans le débat là qu'on vient d'avoir, je partage pas mal l'avis de Florian sur le fait qu'on n'est probablement pas très loin du taux terminal. Encore une fois, pas parce que j'ai une boussole, simplement parce que, encore une fois, ça se rapproche assez bien de ce qu'on peut observer historiquement. J'entends. Donc ça y est, on est au niveau de l'inflation cœur, ce qui veut dire qu'historiquement, c'est à peu près ce qu'il fallait faire. Sur les marges de taux, moi, je serais un peu plus mesuré. Je pense que quand il reste 3 hausses de taux à faire, ce qui est à peu près la situation pour la Fed, je pense que s'il devait continuer par 50, il commencerait à affoler un peu. Enfin, je comprends. Parce que, après, vous avez quand même un risque de stabilité financière. Enfin, c'est pas comme s'il y avait une liquidité incroyable sur le marché des treasuries. Le marché du repo commence à se retendre. Enfin, les banques envoient quelques signaux au niveau de la Fed à certains égards. Je parle de stabilité financière. Et on sait qu'on est quand même dans des économies qui n'ont jamais été aussi leveragées et qui n'ont jamais été aussi dépendantes de la production de crédit. Production de crédit qui, au passage, est pas à l'arrêt, mais si vous regardez les intentions de prêt, ces fameux ces fameuses études, notamment aux États-Unis, on est au niveau de restrictions proches des années type 2008. Donc, effectivement, moi, je pense que... À ce niveau de risque, en termes de risk management, y aller par petits pas, c'est pas idiot. Le 25 par 25, je trouve ça pas mal. Et nous, notre scénario chez Sanso, c'est qu'il fallait être short l'année dernière sur la duration. Il fallait donc être extrêmement défensif sur les taux. Depuis quelques semaines, quelques mois, on pensait qu'il commençait à être plutôt de bon ton de se rapprocher de la neutralité. Je pense que donc c'est là où on est. J'entends. Dans nos mouvements, si vous voulez, c'est ce qu'on a fait bouger, c'est ce qu'on a fait évoluer. Pour moi, la prochaine étape, si on suit l'horloge des cycles, l'horloge de l'économie, l'horloge du monde obligataire, ça sera de repasser long. Fallait pas être trop tôt à reprendre de la duration. On le voit, on marque encore des sommets. Non, mais sur les taux européens, notamment, voilà. C'est fantastique. On n'a pas encore marqué de top. Si vous regardez un des indices que beaucoup de gérants regardent, c'est l'indice Aggregate Bloomberg, anciennement Barclays, enfin peu importe. Le mois de janvier était le meilleur mois depuis la création de l'indice en 90. Rallye obligataire. Voilà, le mois de février était le pire mois depuis la création de l'indice. Donc effectivement, fallait rester relativement mesuré. Après, jouer les timings, c'est un peu compliqué, mais je trouve qu'il y a une logique à se dire, on n'est plus très très loin de reprendre un petit peu de duration d'obligation. On l'a réduite. Donc on a continué à la réduire. Puisque, de toute façon, à réduire encore la duration. Notamment sur l'Europe. Parce que de toute façon, de toutes les manières, il y a globalement au minimum, on va dire, 100 points de base de taux qui vont être embarqués. Donc là, on le voit, sur la réaction du 2 ans allemand, elle est juste incroyable. En l'espace de 15 jours, on a pris 60 points de base. Donc c'est quand même assez fort. Et le mouvement n'est pas terminé. Là, c'est sans doute 2 fois 50 encore. 50 mais on sait pas. Le 16 mars, sûr. Mais la probabilité, j'imagine que ce soit 50 encore en mai, elle a dû augmenter fortement. Mais par contre, en revanche, c'est vrai que pour l'économie américaine, globalement, faire 50 points de base n'apporterait rien fondamentalement, ne résoudrait rien, que ce soit en termes d'inflation, de cycle. Et en fait, ce qui a été décrit jusqu'à présent, c'est surtout en fait un manque de visibilité, encore une fois, de nouveau, sur les banques centrales. Et comment ça se traduit avec une métrique extrêmement simple? Il faut regarder la volatilité implicite des marchés obligataires. Elle a baissé, elle a beaucoup fondu à un moment donné, mais là, elle baisse plus. Elle est de nouveau sur un espèce de plancher, voire même elle a tendance à remonter. Et là, clairement, on est dans la situation où de nouveau se pose la question du comportement des banques centrales.
la discrétion, la forward guidance, tout ça est remis finalement sur le devant de la scène. Et quand on a des expositions obligataires, aller effectivement rentrer sur des niveaux de volatilité, enfin augmenter la duration sur des niveaux de volatilité pareils, ça me semble encore être un peu trop tôt. Ça rejoint ce que vous disiez, effectivement, acheter la duration, effectivement, c'était peut-être une bonne idée pour le mois de janvier, mais jouer le timing, c'est extrêmement compliqué. Donc là, on prend effectivement un peu plus de porte de saloon que s'inscrire sur une tendance baissière, structurelle tôt, qui arrivera, ça je suis entièrement d'accord, mais plutôt dans la deuxième partie de l'année. Parce que là, c'est à ce moment-là qu'on verra les signaux sur la macro se multiplier, production de crédit, on a exactement le même effet en Europe. Quand on regarde l'enquête effectivement du BLS, du Bank Lending Survey, excusez-moi, on a exactement les mêmes tensions qui se produisent sur le marché du crédit, sur la production de crédit, et on arrive sur des niveaux là aussi qui sont comparables à ceux de 2008 en matière de tension. Mais le paradoxe, c'est que quand vous regardez également l'autre pan, le marché du travail en termes de tension, on n'a jamais vu ça en Europe. Quand on interroge cette enquête de la Commission européenne en disant mais quel est le facteur qui limite votre production, c'est l'emploi. Et quel que soit le pays, il n'y a pas un pays qui échappe effectivement à cette thématique-là. Le résultat des courses, c'est des augmentations de salaire. Et encore une fois, je reboucle, parce que je radote un peu, sur l'histoire effectivement de cette durée d'augmentation des salaires, qui va être déterminante pour 2023. Mais du coup, en zone euro, la politique monétaire commence déjà à mordre, là, quand on regarde les enquêtes, les conditions d'octroi de crédit, et même la production de crédit. Parce qu'Isabelle Schnabel, c'est l'argument un peu des faucons en ce moment, c'est de dire peut-être que la transmission de la politique monétaire est trop faible, et du coup, il faut en faire encore plus que ce qu'on a déjà signalé. Alors, effectivement, ça rejoint l'idée aussi, de crédibilité de la Banque centrale. Non, mais encore une fois, quel est l'actif fondamental dont dispose une banque centrale à son bilan? C'est sa crédibilité. Une banque centrale pas crédible, elle peut effectivement s'agiter dans tous les sens, il ne se passera rien. Donc, effectivement, l'effet de rappeler qu'effectivement, les canaux de transmission de la politique monétaire sont peut-être pas encore tout à fait au point pour permettre effectivement la bonne diffusion de l'augmentation des taux dans l'économie réelle. Elle l'a bien vu, le renversement des conditions de crédit, Isabelle Schnabel. Oui, mais le Credit Impulse, il a quand même pris un coup. Ça, c'est des enquêtes. On n'a encore rien vu dans les chiffres. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il ne faut pas non plus se dire qu'à partir de la soft data, on va tout de suite migrer vers une contraction massive du marché du crédit, du marché résidentiel, pardon. C'est pas ce qu'on voit aux États-Unis. Le marché résidentiel aux États-Unis, il est en train de s'ajuster. Il n'est pas non plus en train de s'effondrer, littéralement. S'il s'effondrait, là, effectivement, on aurait un risque un peu plus massif sur l'économie américaine et la Fed adopterait un ton radicalement différent. La Fed est en mode aussi risk management. Dans sa fonction de réaction, il y a la gestion du risque également. Et donc là, on a des soft data qui sont en train de nous indiquer effectivement que les conditions se durcissent, ce qui est logique, mais elles ne se traduisent pas encore dans la hard data, dans la donnée en dur, si je puis dire, par une contraction massive des prix, des ventes, des volumes, etc. Ce n'est pas encore ce qu'on voit. Il y a un effet nominal qui soutient effectivement le marché equity, ça il est encore bien présent, et la grande question c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire, que vont faire les entreprises sur leurs marges. Si elles sont capables de préserver leurs marges, c'est inflationniste de facto, puisque ça veut dire qu'elles vont devoir augmenter leurs prix. Si en revanche elles ne sont pas capables de préserver leurs marges, ça veut dire qu'elles vont perdre des parts de marché, et là c'est la contraction. Donc là véritablement, le destin des économies est tenu par à la fois les banques centrales, mais également par les entreprises qui vont devoir décider quelle stratégie adopter finalement pour pouvoir préserver leurs revenus. Elles vont quand même profiter à un moment de la baisse du prix des intrants qu'on constate tous sur les marchés de matières premières, de ressources, de transport, de tout ce que vous voulez. Alors, le coût du transport baisse, le prix de l'énergie s'ajuste, mais là est en train de repartir, le prix des métaux repart, le prix des matières premières agricoles repart. Donc, toutes les entreprises finalement de l'industrie agroalimentaire sont de nouveau finalement impactées, ce qui n'est pas non plus indolore sur l'indice effectivement des prix à la consommation, notamment le sous-jacent, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a une partie effectivement d'alimentaire qui rentre dans le sous-jacent également. Donc tout ceci effectivement vient de nouveau perturber. Et la Chine vient jouer les troubles-fêtes là-dedans. Bon, justement, la Chine, c'est là-dessus que je voulais vous lancer, Florian, effectivement. Non, mais si, c'est quand même là aussi un des événements nouveaux dans le paysage macro depuis quelques mois maintenant. Le marché a beaucoup capitalisé sur l'espoir de la réouverture en Chine, de la reprise de la consommation en Chine. Est-ce qu'on peut mettre un peu de substance derrière cet espoir du marché qui s'est traduit par des anticipations marquées? On le voit dans les soft data, encore une fois, à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on a les PMI que vous mentionniez au début de l'émission, qui montrent une reprise
manufacturière, services, avec le déséquilibre manufacturier-service lié à une réouverture. Maintenant, c'est une thématique qu'on connaît bien, qu'on a bien balisée. L'enquête Caixin aussi, qui est un petit peu aussi, qui est moins enthousiaste, disons, mais qui n'est peut-être pas aussi, qui est calculé un petit peu différemment, qui donne l'image d'une reprise, liée à la réouverture. Est-ce qu'on a autant d'épargne en Chine aujourd'hui qu'on en avait aux États-Unis et en Europe au moment de la réouverture de nos économies respectives? La réponse est absolument pas. Donc il y a un effet réouverture, il y a un effet demande qui tombe à un mauvais moment. La Chine effectivement joue les troubles faits de ce point de vue-là. Maintenant, cette réouverture, elle a un effet. Les valorisations plus des actions chinoises étaient au plancher. La réévaluation des PER, c'est une évidence, c'est une nécessité. Et en plus, les taux baissaient. Donc il y avait vraiment tous les éléments qu'il fallait pour que le marché actions chinois enregistre une performance marquée. Maintenant, si on regarde dans 6 à 12 mois, est-ce qu'on aura encore cet effet réouverture avec nous? Est-ce qu'on va pouvoir surfer cette vague-là? C'est difficile à dire. Nos gérants actions sont très positifs. Nos gérants actions sont très positifs sur la question. Maintenant, si on fait les maths un peu globales et qu'on place la Chine dans l'ensemble États-Unis, Europe, et qu'il y a ralentissement ailleurs, c'est difficile de voir la Chine continuer à prospérer comme on peut imaginer qu'elle va prospérer. Oui, il y a l'idée d'un feu de paille. Suivant. Il y a l'idée d'un feu de paille derrière cette. Il y a cette idée-là. Et puis, les Chinois sont-ils prêts aujourd'hui à dépenser toute leur épargne? Et c'est un environnement politique, un environnement social qui est différent de celui auquel les citoyens américains, les citoyens européens sont exposés. Bon, logique d'investissement à ce stade. Où est-ce qu'on a envie d'être investi? Comment? Quel type de risque on a envie de prendre? Et un mot quand même du sweet spot européen qui semble être l'endroit où il faut être pour les investisseurs globaux jusqu'à maintenant en tout cas. Je ne vous volerai pas le bon mot sur le CAC. Alors oui, ça c'est... Non mais j'attends le 16 mars 2023 pour marquer les 3 ans du point bas de mars 2020, de la crise pandémique. C'est quand même le dernier gros point bas d'une génération qu'on a pu voir, 3006 sur le CAC. Et partant de ce point bas, à date, le CAC 40 met 20 points dans la vue au Nasdaq, qui était quand même l'indice leader pour toute une génération d'investisseurs qui n'ont connu que la surperformance du marché américain, et donc la surperformance du Nasdaq, et donc la surperformance des GAFAM. Ça fait 3 ans que ça n'est plus vrai. C'est juste. Et au-delà de tout ça, ça récompense aussi les investisseurs qui ont tenu des positions plus value pendant 10 ans en souffrant et plus récemment en profitant largement. Nous, aujourd'hui, notre positionnement, il reste plutôt value. On continue d'aimer la value. Du coup, naturellement, l'Europe, par extension, on a un peu parlé des financières, parce qu'on parle du luxe, mais il faut parler des financières. Les taux qui remontent, même avec une pente inversée, c'est positif pour le produit bancaire et du coup, c'est positif pour le secteur dans son ensemble. Ça, c'est un élément qui est aussi important. Maintenant, on conserve une poche d'environ 30% de cash aujourd'hui, donc on n'est pas non plus à déployer les voiles complètement. On pense qu'il y a encore des risques. On pense que dépasser en dollars ce que le cash a à nous offrir sur les 12 prochains mois, peut-être les 24 prochains mois, ça nous semble difficile. On n'a pas beaucoup rajouté de risques obligataires parce qu'il y a volatilité. On est des investisseurs risk-based, donc liés au risque et liés à la volatilité. Donc nous, mécaniquement, on sera peut-être les derniers à en remettre quand la volatilité obligataire aura considérablement baissé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a surtout remis du crédit, surtout remis des actions, notamment depuis octobre, novembre, décembre, janvier. Et là, depuis le début de février, les choses se sont marginalement dégradés dans les différents scorings qu'on regarde et nous ont amené à réduire un petit peu la voilure et à rajouter encore une fois du cash, le diversifiant des diversifiants. Oui, rémunéré en plus, du cash rémunéré aujourd'hui. Exactement. Bien rémunéré. Ouais, et même bien rémunéré. Sur la situation des actions européennes, c'est de voir les indices actions en Europe au plus haut ou quasi au plus haut historique avec des taux cœur qui eux aussi marquent de nouveaux sommets dans ce cycle. 3,20 sur le 10 ans français, 2,70 et plus sur le 10 ans allemand. C'est un équilibre qu'on comprend, qui peut surprendre. Alors, ce qui a surpris, je pense, c'est l'an dernier, en 2022, la capacité des entreprises européennes à générer effectivement beaucoup plus de revenus que les entreprises américaines, d'une part. Et quand vous regardez même les
Perspectives de croissance bénéficiaire, elles sont supérieures en Europe, quoique modestes, effectivement. Elles sont rikiki, si je puis dire. Oui, c'est médiocre, hein. Il n'y a rien d'ultra booming dans tout ce qu'on décrit. Hein. Mais c'est une médiocrité dont on se satisfait quelque part. à ce stade. Non, mais je veux dire qu'on est tous logés à la même enseigne. On sait tous finalement que tout le monde subit des pressions inflationnistes, etc. Enfin, tout le monde subit un peu le même cosme. Enfin, tout le monde joue dans le même univers. Et pourtant, l'Europe tire encore son épingle du jeu en termes relatifs par rapport aux États-Unis. Donc, on salue la capacité des entreprises européennes à générer du revenu. Et surtout, c'est qu'on salue, je pense, également la capacité, la résilience de l'Europe qui fait face à une situation conflictuelle. Il ne faut pas non plus oublier. On a une guerre à nos portes. Et malgré tout, ce n'est pas l'effondrement. Alors, il y a aussi l'idée, par ailleurs, qu'on a peut-être un peu vendu la peau de l'Europe avant qu'elle n'ait été tuée, en quelque sorte. L'an dernier, au 3e trimestre, tout le monde achetait la thématique de l'effondrement européen. Plus d'énergie, plus rien, etc. Fin de l'industrie allemande. Chaos blackout. Absolu. Voilà, on serait tous... c'est le grand bug énergétique, en quelque sorte. Pas du tout, effectivement, ça ne s'est pas produit pour différents facteurs qui sont certes exogènes. Et donc, on a une économie résiliente, une économie qui génère du revenu. Ça résiste effectivement de partout. Donc oui, on salue. On salue en quelque sorte. Un des trucs les plus frappants encore même, peut-être même plus frappant que le CAC 40 à 7300 points, c'est le spread Italie-Allemagne, Étienne. On peut en dire un mot là, ça bouge plus. C'est-à-dire que quand il y a le rallye obligataire, le spread se resserre considérablement. Et quand il y a un sell-off obligataire, correction obligataire comme on peut le voir là au mois de février ou à l'issue du mois de février, le spread ne bouge pas. L'Italie, c'est du risque. C'est du risque et c'est du risque crédit. Et le risque crédit bouge plus avec la vol action. Si vous regardez la performance du marché action depuis le début de l'année en Italie, il est spectaculaire. Ah, oui. Du coup, la prime de risque crédit de l'Italie est incroyablement contenue. Et effectivement, comme vous le dites justement, avec la remontée des taux, l'Italie a été très peu affectée, effectivement. Mais pour moi, c'est lié au fait qu'il y a eu... Alors après, j'aime pas trop cette expression et je suis pas sûr qu'elle soit totalement adaptée à l'Italie, mais ce qu'on appelle le rallye poubelle, le trash Oui, trash rallye, oui. Et donc, effectivement, mais on en parle beaucoup. Hein. On se retrouve avec les bêtas les plus importants, bien sûr. les pays. On a vu aux États-Unis les mêmes stocks, etc., repartir. Et c'est vrai pour les bancaires également. Enfin, on les met dedans pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça c'est un autre débat. Mais il y a eu un très très beau rallye sur tout ce marché action. Et ça soutient les spreads. Ouais. Et ça soutient les spreads de crédit. Il y a peut-être un mot sur l'Italie en particulier, deux chiffres, enfin, un point, un acronyme pardon, et un chiffre. TPI, on a tendance à l'oublier celui-là, mais c'est l'arme de dissuasion nucléaire de la politique de la BCE. On le rappelle, hein. On rappelle toujours. On ne sait même pas ce que c'est, si, mais c'est le filet de sécurité ultime qui doit permettre de garantir la transmission de la politique monétaire. Sauf qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la transmission de la politique monétaire. C'est juste entre guillemets un outil qui permet à la BCE d'acheter n'importe quelle méthode souveraine de manière discrétionnaire. Alors certes, il y a des conditionnalités, mais bon, ça, je pense que en temps de crise, on s'assoit dessus. À la fin de la journée, c'est elle qui décide. Voilà, exactement. Donc ça, entre guillemets, c'est mais ça a marché. Mais bien sûr que ça a marché. Dès l'instant, dès l'instant, même Mélanie, qui effectivement pouvait présenter un risque à un moment donné, elle-même n'a même pas réussi à faire dépasser ce spread du fameux seuil de 240 points de base. Et enfin, le dernier point par ailleurs, c'est que les 22 milliards d'émissions nettes de l'Italie, c'est rien du tout au regard des 450 milliards d'émissions de la zone euro pour cette année. Donc il n'y a pas de risque souverain italien. Alors bizarrement, peut-être un point de divergence. Le TPI, moi j'y croyais énormément, mais depuis que les taux remontent et remontent fortement et que le bilan des banques centrales, en particulier la BCE, ils vont devoir justifier auprès de leurs propres des propres responsables. C'est un gros sujet pour la Bundesbank en Allemagne, effectivement, d'afficher des pertes. Il n'y aura pas qu'elle, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des banques centrales où la crédibilité sera en réalité pas vraiment remise en cause, mais il y aura quand même des fonds propres négatifs. C'est un sujet qui va être très politisé, sans doute. Donc, l'action du TPI, je ne serais pas surpris que Mme Lagarde ait du mal à s'en servir autant qu'elle aurait voulu dans un scénario d'aversion au risque. De stress. Ouais. Ah ouais, je comprends. L'autre sujet sur la location, moi, qui me surprend, parce qu'un obligataire aime bien taquiner le marché action, c'est ce qu'on appelle la prime de risque sur le marché action. Quand je la vois au même niveau que le marché obligataire, je me dis... Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à prendre du risque et de la vol alors que oui, il y a encore un petit peu de vol, mais a priori, je serais repayé. Alors, je serais repayé... De ce point de vue-là, le marché action vous paraît cher par rapport au taux sans risque et au rendement qu'on peut avoir sur des marchés sans risque. Je me rappellerai toujours de mon prof d'économie et de finance qui m'expliquait que 87, le taux, le risque premium, donc la prime de risque action était au même niveau que le cash et il y a eu un petit réajustement. On tire l'élastique. En fait, plus les taux on n'aura pas le temps d'ouvrir et de poursuivre le
débat sur comment est-ce qu'on valorise les marchés actions aujourd'hui. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Étienne Gorgeon, Sanso IS, Mabrouk Chetouane, Natixis IM et Florian Yelpo, Lombard Odier IM étaient nos invités en plateau.